C'est vraiment l'enjeu qui m'intéresse énormément, toute cette partie sociale, en fait, du changement climatique. Donc, c'est exactement ce que tu disais. Contrairement à d'autres enjeux de politique publique, le changement climatique, il a cette difficulté spécifique, c'est que c'est un problème qu'on appelle parfois le problème de gestion des communs, où le coût de l'effort est individuel. Si toi, tu arrêtes de manger de la viande, tu installes des panneaux solaires, etc., eh bien, c'est toi qui vas porter cet effort, alors que les bénéfices sont collectifs. Si tu fais tout ça, tu ne vas pas sauver ton microclimat à toi, ta réduction d'empreinte carbone, ou, bon là, on va parler beaucoup de carbone, mais il y a tous les autres enjeux écologiques, eh bien, ils vont profiter à tout le monde. Et ça, par exemple, ce n'est pas le cas, ou en tout cas, c'est beaucoup moins le cas sur d'autres domaines de la vie publique. Par exemple, la santé. Si tu manges de manière équilibrée et que tu fais du sport, tu vas améliorer ta santé. Ouais. Il y aura peut-être un impact positif un peu sur ton entourage, mais globalement, tu vas pouvoir en tirer les bénéfices directement. Et donc, c'est moins difficile, quelque part, de convaincre de faire ce genre d'effort parce qu'on peut directement en profiter. Tandis que pour le climat, on est vraiment dans une situation de gestion des communs, de ce dilemme-là, qui parfois est appelé la tragédie des communs, où on se regarde tous en chien de faïence parce que personne ne veut faire l'effort tout seul. Ouais. Et donc, on est d'accord de contribuer uniquement si on le fait tous ensemble. Et donc, moi, cette question, elle m'intéresse énormément parce que les humains, Homo sapiens, sont une espèce, on le dit souvent, c'est une espèce sociale. Les humains sont... contrairement par exemple à d'autres, même des primates qui nous ressemblent le plus, à nos cousins les plus proches, on est une espèce extrêmement sociale, notamment dû au fait que chez les humains, chez Homo sapiens, les enfants ne peuvent pas s'élever tout seuls. Ça demande énormément d'efforts. Même dans les sociétés traditionnelles de chasseurs-cueilleurs, un enfant n'atteint pas son indépendance calorique, donc ne peut pas être entièrement autonome dans sa manière de se nourrir avant ses 20 ans. Donc, en fait, il faut nourrir un humain jusqu'à ses 20 ans. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et donc, une mère ne peut pas le faire seule. C'est pour ça que le père est aussi impliqué. Et en fait, même les parents, souvent, ça ne suffit pas. Et donc, c'est très collectif, en fait, d'éduquer des enfants, d'élever des enfants chez les humains. Contrairement, par exemple, à certains primates où c'est plié en 2 ans et une mère peut le faire toute seule. Et donc, du fait qu'on a cette structure sociale, on a besoin de faire des choses collectivement, eh bien, notre cerveau, il a tout un tas de mécanismes cognitifs qui nous permettent de gérer les relations sociales. On est équipé, il y a un petit peu comme sur un téléphone, il y a des applications qui sont préinstallées. Eh bien, nous, dans notre cerveau, il y a des applications qui sont préinstallées pour gérer nos relations sociales. Donc, j'ai évoqué rapidement avant le fait qu'on est très doué pour reconnaître des visages. Ouais. Ça, c'est un peu l'application Contact qui est préinstallée. On est fait pour enregistrer des contacts. On arrive très bien à faire ça. On est fait pour communiquer très facilement. Et on est aussi fait pour coopérer. Donc, quelque part, on pourrait se dire, on est un peu par définition l'espèce qui coopère, ou une des espèces qui coopère. Bon, la crise climatique, ça devrait être facile. Enfin, on est très doué, plié, on sait coopérer, on a déjà fait des trucs extraordinaires, on a été sur la Lune, on a construit des bâtiments incroyables, on a vraiment eu énormément d'exemples de coopération à très large échelle, ça devrait pouvoir se faire. Pourtant, c'est pas ce qu'on voit. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre quelles sont un peu les conditions spécifiques pour que la coopération émerge. Qu'est-ce qui fait que dans certaines situations, eh bien, on va pouvoir se mettre d'accord et on va coopérer. Et qu'est-ce qui fait que dans d'autres situations, ça ne va pas être le cas. Et donc, la première caractéristique de la coopération chez les humains, c'est que c'est de la coopération qu'on appelle conditionnelle ou de la coopération réciproque. C'est si tu m'aides, je t'aide. Si tu m'aides pas, je t'aide pas. Il faut gagner quelque chose, quoi. Voilà, exactement. Et donc, on a tendance, on a besoin d'assez de preuves pour se dire que les autres sont aussi en train de coopérer, qu'on n'est pas tout seul à le faire, et que ce soit juste à deux. Si par exemple, toi et moi, Xémir, on décide de faire un projet, on décide de planter un potager, je vais être d'accord de le faire que si j'ai assez confiance que tu vas vraiment m'aider, que tu vas aussi le faire. Et vice-versa. Si tu te dis, Mélusine, elle a l'air de pas du tout avoir la main verte et de pas vraiment s'engager, tu vas pas vouloir le faire. Et donc, on a plein de mécanismes cognitifs qui nous permettent d'évaluer
à quel point les autres vont être susceptibles de nous aider ou non. Et notamment, on va évaluer quelle est la norme sociale dans notre environnement. On va se dire, voilà, est-ce que dans ce contexte-ci, est-ce que la norme, c'est de coopérer? Est-ce que les autres sont en train de coopérer? Donc, si je le fais, je vais pas perdre. Ou est-ce qu'ici, en fait, personne ne coopère? Et donc, il faut surtout pas que je fasse d'efforts parce que sinon, je vais me retrouver le dindon de la farce. Je vais être le seul à faire un effort. Et notamment, il y a une étude que j'aime beaucoup présenter en cours à mes étudiants, dont je parle souvent, qui illustre à quel point on va s'adapter à la norme sociale autour de nous, mais parfois de manière complètement inconsciente. Et donc, cette étude, c'est une étude qui a été réalisée par une équipe de chercheurs aux Pays-Bas, qui sont donc intéressés à l'effet des normes sociales sur notre comportement. Et ce qu'ont fait ces chercheurs, c'est qu'ils ont... Ils se sont installés dans une ruelle à Amsterdam où les étudiants ou les passants garaient leur vélo. Et dans cette ruelle, il y avait un grand signe, un grand panneau qui disait interdiction de faire des graffitis sur le mur. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis des petits prospectus sur tous les guidons des vélos. Ouais. Et ils ont mesuré à quel point les gens allaient jeter ce prospectus dans la poubelle ou le jeter par terre. Et il y avait 2 cas de figure possibles. Dans un cas de figure, il y avait le signe, donc interdiction de faire des graffitis, et il n'y avait pas de graffitis au mur. Et dans un autre cas, les chercheurs se sont amusés à faire des graffitis au mur, et donc d'indiquer, voilà, là, les gens, ils ne font pas attention à leur environnement. Et donc, ils ont mesuré ensuite le nombre de prospectus qui étaient jetés par terre, et comme on peut s'y attendre, dans le cas où il y avait des graffitis au mur, eh bien, les chercheurs ont relevé plus de prospectus par terre. Exactement. Et ça, on peut s'imaginer que c'est un truc qui se passe de manière complètement inconsciente. Ouais. C'est un peu comme, je sais pas, pour... Je suis déjà dans une déchetterie, donc en fait, à quoi bon, quoi. Voilà, en fait, c'est un peu... Souvent, on peut l'observer que quand il y a des cigarettes par terre, il y aura encore plus de cigarettes par terre. Parce que les gens se disent, bon, ben, en fait, les gens jettent leur clope par terre ici, je le fais aussi. Et donc, il y a cette espèce de conformité qu'on peut montrer à la norme sociale. Mais dans l'autre sens aussi, si on est dans un environnement où tout le monde fait attention, par exemple, je ne sais pas, si on arrive dans une bibliothèque et que tout le monde chuchote, tout le monde fait très attention, naturellement, on aura tendance à nous aussi se mettre à chuchoter et à ne pas faire de bruit. On va se sentir beaucoup plus mal si on se met à crier dans un environnement où tout le monde est très attentif et chuchote.